Première opération d'envergure du groupe va confirmer sa raison d'être. Et cette fois, bien loin de la métropole. À 6000 km de Paris, Djibouti. À l'époque encore une colonie française. Des indépendantistes ont détourné un bus scolaire. 9 hommes du GIGN sont dépêchés sur place pour tenter de libérer les otages. Les auteurs de ce coup de force, 4 militants armés du Front de libération de la côte des Somalies, réclament l'indépendance totale de Djibouti et la libération immédiate de tous les détenus politiques. Et ils le font en menaçant la vie d'enfants de militaires français enlevés ce matin à 9 h, heure de Paris, à bord d'un car de ramassage scolaire. Donc on arrive en pleine nuit, on est accueilli à l'aéroport de Djibouti et on est accueilli avec notre tenue d'intervention noire. Et on nous dit, mais il ne faut pas que vous alliez là-bas comme ça parce que c'est dans le désert. Et donc il faut que vous soyez en kaki, enfin, le plus proche couleur sable. On s'équipe avec les treillis locaux, là. Il n'y avait pas toutes les tailles, donc il y en avait des grandes, des courtes, on ressemblait un peu à une armée bizarre. Les otages sont immobilisés dans un no man's land entre les territoires français et somaliens. Les forces de l'armée française sont déjà en position à quelques centaines de mètres du car. Elles ont pour mission d'appuyer les hommes du lieutenant Proutot. L'unité d'élite n'est pas encore précédée de sa réputation, mais c'est pourtant à elle que les autorités politiques françaises ont confié la vie des enfants. Une mission jamais réalisée auparavant, qui vise en priorité à sauver la vie des otages. Une force militaire classique, sa raison d'être, c'est quand même fondamentalement de détruire l'ennemi. La vocation du GIGN est plus complexe. Dans le cas de Djibouti, il s'agissait d'abord de tenter de sauver les otages. Ce qui advenait aux malfaisants était une dérivée de l'objectif premier qui était celui de tenter de sauver les otages, alors que pour les militaires, l'objectif premier aurait été plutôt de mettre hors d'état de nuire les malfaisants, avec comme corollaire souhaitable le sauvetage des otages. Mais l'ordre des facteurs n'est pas le même. On arrive enfin au poste de commandement à l'intérieur de la Palmeraie. Le général Brazard dit à l'officier qui nous introduit, qui nous dit voilà, c'est le lieutenant Proutot et les tireurs et ses hommes. Il me regarde, il se retourne vers son état-major, il dit c'est ça les tireurs d'élite. Faut dire que je le comprends, avec la distance, on n'avait pas de très fière allure. Alors si, il rajoute une phrase extraordinaire. À l'époque, je portais des lunettes. Et il dit, vous savez, chez moi, ceux qui ont des lunettes, je les mets au secrétariat. Bon, je dis, en général, faites-nous confiance. Je vous assure, nous sommes au niveau de ce que vous attendez, ou ce que vous attendez sûrement pas, mais nous vous montrerons que nous sommes au niveau. C'était une première. Une sacrée première. Dans le 14 ce n'était pas un ou deux terroristes, 2 ou 3 otages retenus dans un local, c'était quelque chose de très gros, très important. On s'est mis en place face au car, à une distance avoisinant les 200 mètres, et on a attendu assez longtemps pour entrer en action quand le moment propice s'est présenté à nous. Mes tireurs étaient en place, je mets en place ce qu'on appelle le code de tir. La technique de tir simultané est une technique très compliquée parce qu'elle doit faire tirer les tireurs tous en même temps. Pour qu'ils touchent tous leur objectif en même temps, pour pas qu'il y ait de retour offensif, donc éliminer le danger tout de suite, en même temps. Il fallait qu'on soit sûr, à un moment donné, que toutes les cibles soient immobiles pour garantir. C'est pas comme au cinéma, on tire sur des gens qui courent, on les touche. Non, c'est quelque chose qu'il fallait avoir nos 5 cibles en même temps et immobiles. J'étais très concentré, l'œil rivé à ma lunette de visée, et c'est vrai que c'était quelque chose qui prend au tripes quand même. Hein. C'est là maintenant, il n'y a plus à reculer. Là, quand on a entendu le 0... Donc j'ai dit 0, pan, et puis on voit les vitres claquent les impacts, et puis un silence. Les 5 terroristes ont été touchés par les armes ouvrant le feu en même temps.
Et c'était vraiment une cohésion parfaite dans le tir. On a entendu un seul coup de feu. Vous connaissez la suite? Un des terroristes assoupi sur une marche de l'autobus n'avait pas été repéré. C'est lui qui a mitraillé les enfants avant d'être abattu. Opération stupéfiante. Sur la trentaine d'écoliers détenus dans le car, 2 petites filles vont perdre la vie. Disons que je suis assez triste. Pourtant, vous avez quand même réussi votre opération. Disons que nous avions tous l'espoir de sauver tout le monde. C'est surtout, au départ, c'était ça. Et lorsque chaque fois que nous travaillons dans cet esprit-là, pouvoir tirer tout le monde d'affaire. Et la préparation du personnel, si elle est intense, c'est dans ce but unique. Pour nous, on avait échoué. Hein. Je vous le dis sincèrement. Pour nous, réussir, c'était ramener les 32 enfants à leur famille. Et ça n'a pas été le succès qu'on espérait. Alors, bon, ça a été un peu du rail, quoi. Voilà, personne n'a mesuré la détresse que c'était pour nous de ne pas avoir réussi complètement. Cela dit, par rapport aux familles, c'est rien du tout, quoi. C'est juste nous qui traînons nos cadavres. Une victoire au goût amer, mais surtout un exploit qui est salué par l'opinion publique. Une cérémonie officielle est organisée pour décorer les 9 gendarmes dans la cour d'honneur du fort de Charenton, à Maisons-Alfort. Ils reçoivent la médaille de la gendarmerie, une distinction délivrée bien souvent à titre posthume, qui récompense les actions d'éclat. L'unité a gagné ses galons